L'objet, le cœur de mon propos aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de comment est-ce qu'on étudie la Kabbale, en particulier aujourd'hui, et en particulier en Eretz Israël. Mais en réalité, il faut comprendre que Eretz Israël a longtemps, pas toujours, mais longtemps été un centre, sinon le centre de l'étude de la Kabbale, mais que c'est un centre qui rayonne et c'est un centre qui attire. En particulier à partir du XVIe siècle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une réalité historique, dans une réalité politique et économique, qui fait que la présence de Juifs en Eretz Israël est dépendante de facteurs extérieurs. Et que, notamment au Moyen-Âge, quand, pour ce qui nous concerne, apparaît, on va dire, apparaît sur la scène historique de manière visible, documentée, la Kabbale zoharique, on va dire, en Eretz Israël, il y a très peu de juifs. Très, très peu de juifs. Au point que le principal kabbaliste de la période immédiatement avant le Zohar, Rabbi Moshe ben Nachman, c'est-à-dire Nachmanide, ou Ramban, lui part d'Espagne vers le dernier tiers du XIIIe siècle pour aller en Eretz Israël. Il part parce qu'il est menacé politiquement en Espagne, et quand il arrive à Jérusalem, il dit on a du mal à trouver un minyan à Jérusalem. D'accord ? Donc, pendant toute cette période-là, c'est en gros toute la période médiévale pré-ottomane, il ne se passe pas grand-chose en Eretz Israël au point de vue kabbalistique, même si Nachmanide, quand il est là-bas, forme des quelques disciples en Kabbalah, en particulier Rabbi Yitzhak de Akko, Rabbi Isaac d'Acre, qui lui va faire le voyage retour de Acre jusqu'en Espagne, et qui va être le premier à recueillir des témoignages sur l'apparition historique du Zohar. C'est-à-dire, c'est lui qui arrive en Espagne et qui commence à entendre parler du Zohar là-bas, et qu'on lui dit que c'est un certain Rabbi Moshe de Léon qui distribue ça, et qui va essayer de recueillir des témoignages sur qui c'est ce Rabbi Moshe de Léon, dans quel milieu est-ce que ça circule, et c'est par lui que nous parviennent les premiers témoignages du fait que ce serait peut-être Rabbi Moshe Léon qui écrit lui-même le Zohar. En réalité, ça c'est les témoignages des copines de la femme de Rabbi Moshe de Léon, parce que la femme de Rabbi Moshe de Léon dit « mais non, mais c'est mon mari qui écrit tout », sachant que, l'histoire est quand même intéressante, Rabbi Yitzhak d'Acre rencontre Rabbi Moshe de Léon alors qu'il n'est pas chez lui, et il lui dit oui, mais bien sûr, je peux te montrer le manuscrit authentique chez moi quand je serai de retour dans ma ville, et au moment du rendez-vous, Rabbi Moshe de Léon est mort. Donc il y a un problème de transmission ici. Donc on a d'un côté le cercle kabbalistique de Rabbi Moshe de Léon qui dit mais oui, c'est un texte authentique, et de l'autre côté les copines de la femme de Rabbi Moshe de Léon qui disent mais non, mais c'est lui qui écrit tout. D'accord ? Alors chacun après a choisi son camp sur ce témoignage historique. Ça c'est juste un préambule, mais la Kabbale moderne et contemporaine se développe beaucoup plus en Eretz Israël, à partir du moment où Eretz Israël est sous domination ottomane, et que les Juifs sont expulsés d'Espagne et arrivent de manière assez graduelle sur un bon siècle, on va dire, donc qui passe d'abord par l'Italie, qui passe ensuite par la Grèce et Smyrne et Édirne, pour arriver en Eretz Israël, en particulier à Tzfat, qui est une ville qui se développe beaucoup à ce moment-là, et qui propose des conditions de vie aux Juifs beaucoup plus faciles qu'à Jérusalem, où là-bas les Juifs sont écrasés par les impôts. Et en réalité, on parle toujours de Tzfat comme étant la grande ville des kabbalistes. C'est vrai parce que va y avoir peut-être les trois plus grands kabbalistes de l'histoire qui vont être là-bas, mais c'est sur une période très restreinte en fait. C'est en gros du milieu du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe, mais voilà, ça dure 50 ans, 60 ans, et ensuite, soit on n'en parle plus tant que ça. Et le centre va se déplacer à Jérusalem, où aussi ça va essaimer. Donc,
à Tzfat, vous avez, on va dire, les deux grands kabbalistes, c'est Rabbi Moshe Cordovez dont on a parlé, et Rabbi Yitzhak Luria, qui est, lui, un personnage météoritique, comme on a souvent dans l'histoire de la Kabbale, puisqu'il va mourir à 38 ans, que l'essentiel de la transmission de son savoir va se faire, en gros, à Rabbi Chaim Vital, son principal disciple, sur un espace d'1 an et demi, et que ça va complètement révolutionner et la manière de lire le Zohar, parce qu'il va apporter une nouvelle grille de lecture, et la manière de diffuser le Zohar, parce que la Kabbale, telle qu'elle va être formulée par le lourianisme, va avoir une influence très rapide mondiale, justement par les réseaux internationaux qui relient les maîtres kabbalistes ou talmudistes d'Eretz Israël à leurs correspondants en Italie. Et de là, en Italie, on imprime beaucoup de livres et ça se diffuse dans toute l'Europe. Et ça se diffuse aussi au Maghreb, parce que l'Italie, c'était la conjonction des deux. Et donc, ça va exercer une énorme influence. Mais les gens ne restent pas à Tzfat, puisque, par exemple, Rabbi Chaim Vital, qui est donc le principal rédacteur de l'enseignement de son maître, le Harizal, ne reste pas à Tzfat. Il va partir à Yerushalayim. Ensuite, il va partir à Damas. Donc, il faut comprendre que c'est des régions où ça circule beaucoup. Et Damas, avec son fils Rabbi Shmuel Vital, va être aussi un grand centre d'études de la Kabbale, et ça va diffuser ensuite, parce que des gens vont venir, par exemple de Pologne, étudier auprès de lui, et ils vont repartir en Pologne ou à Francfort, voire à Amsterdam, tout ça circule beaucoup. On est à cette époque-là, on l'a vu dès le Moyen-Âge et encore plus à l'époque moderne, dans un milieu très international. Et on a beaucoup parlé, en particulier Gershom Scholem, qui a donné une vision, disons, très romantique de l'histoire de la Kabbale, où il explique que ce lourianisme est une sorte de réaction messianique, eschatologique, et même mythologique à l'expulsion d'Espagne. Parce que le lourianisme met l'accent sur une dynamique interne au monde supérieur, qui est fait de brisures, qui est fait d'échecs, de crises et de reconstruction. En réalité, autant le messianisme, enfin l'idée messianique, cette idée qu'il y a un progrès de l'histoire vers une fin, et que la Kabbale elle-même, elle est moteur de l'histoire, que l'étude de Zohar dont nous parlera Michael n'est pas seulement, on va dire, une obligation liturgique ou halachique qu'il faut étudier le Zohar parce que c'est important, mais que l'étude du Zohar fait avancer l'histoire et fait venir le Messie. Donc ça, c'est très présent. Pour autant, la notion, l'histoire extérieure de l'expulsion d'Espagne, elle est présente au mieux en filigrane dans ces textes-là. On est dans des textes qui ne font pas de la chronique historique. Là où, on va dire, l'histoire extérieure et l'histoire intérieure vont se rencontrer de manière, pour le coup, tragique, ça se passe aussi en Eretz Israël et plus largement dans la région, c'est avec l'avènement du sabbatéisme. On connaît, j'espère, tous plus ou moins cette histoire-là, d'un certain Shabbatai Tzvi, un personnage hors cadre, peut-être un peu fou, ou en tout cas avec des moments d'exaltation, des moments où il fait des choses bizarres, etc. Par ailleurs, quelqu'un de très très pieux aussi, et de très investi dans l'étude de la Kabbale, qui va se prendre de prétentions messianiques et qui va trouver dans certains milieux kabbalistiques, parce qu'on n'est pas très longtemps après le Harizal, on est en gros 80 ans après, et même pas, et donc on est encore à la génération, on va dire, des élèves des élèves. Et parmi ces élèves des élèves, il y en a certains qui vont croire et qui vont donner une ossature kabbalistique aux prétentions messianiques de Shabbatai Tzvi. Et comme on est toujours dans un judaïsme globalisé, ça ne se passe pas que en Eretz Israël, mais ça rayonne en Turquie, puisque Shabbatai Tzvi est originaire de là-bas, il fait l'aller-retour entre les deux pays, et les réseaux de diffusion qui existaient 70-80 ans avant existent toujours, et donc l'aventure sabbatéenne
qui va dire bon voilà le Mashiach il est là demain, dans 1 an, dans 2 ans il va se révéler, il va enlever le turban de la tête du sultan ottoman, il va le mettre sur sa tête et il va devenir le roi du monde, etc. Ça se diffuse très vite, ça se diffuse par la presse, d'accord, c'est pas seulement par l'imprimerie des livres, mais par l'imprimerie de l'impression de pamphlets, de petits livrets, d'affiches. Et ça se diffuse donc via l'Italie, via Amsterdam. Ça rencontre en plus l'intérêt de chrétiens protestants qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe chez les Juifs en termes de messianique, parce que eux aussi sont dans une dynamique millénariste comme ça. Donc ça a un raisonnement mondial. Et ça a un raisonnement, donc effectivement, jusqu'à Amsterdam, et jusqu'en Lituanie, et jusqu'au Yémen, et jusqu'au Maroc. Donc, on connaît la fin de cette histoire-là, que Shabbatai Tzvi va apostasier, se convertir à l'islam, et que ça va créer littéralement une nouvelle religion, de gens qui, en fait, prétendent être à la fois plus ou moins encore juifs et nouvellement musulmans, mais en réalité, ils pratiquent des rites et ils ont des croyances propres qui les placent à l'extérieur de ces deux camps-là. Et on connaît les conséquences que ça va avoir, c'est-à-dire que ça va renouveler et même susciter la méfiance des élites rabbiniques et communautaires, non pas vis-à-vis de la Kabbale en tant que telle, mais vis-à-vis de la diffusion de la Kabbale au tout venant. Mais pour autant, ça ne va pas du tout arrêter l'étude de la Kabbale. Et au contraire, au siècle suivant, vous allez avoir 3 grandes écoles, donc au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, 3 grandes écoles kabbalistiques qui vont émerger. J'insiste sur ces points-là parce que quand vous lisez les grands courants de la mystique juive de Scholem ou les historiens de la Kabbale en général, on se concentre beaucoup sur le Moyen-Âge et on parle un peu de l'Ouria, et tout ce qui se passe après, on a tendance à le mettre un peu sous le boisseau en disant bon, ce ne sont que les ultimes produits d'une histoire qui est moins intéressante. Alors qu'en réalité, il se passe beaucoup de choses et c'est des choses qui sont importantes pour l'histoire juive en général et pour l'histoire juive contemporaine en particulier. Donc au XVIIIe siècle, vous avez 3 écoles. L'école la plus connue, c'est le chassidisme. Le chassidisme, comme Jean Baumgarten l'a évoqué, ça naît aussi d'un certain milieu ashkénaze de groupes d'études kabbalistiques qui, à un moment, prennent la décision qu'il est nécessaire de diffuser le savoir kabbalistique sous une certaine forme auprès du grand public. Et donc ça va être le chassidisme, et donc on peut dire que dans le chassidisme, on retrouve comme ça une structure à 2 niveaux. Il y a un chassidisme exotérique qui s'adresse à tout le monde, qui en réalité est fondé sur la Kabbale, mais de manière un peu voilée, et au niveau des maîtres chassidiques en tant que tels, il y a une étude kabbalistique très importante et très profonde, et qui renouvelle aussi un petit peu la lecture. Ce n'est pas la seule école. On oppose souvent les chassidim aux lituaniens ou mitnagdim, qu'on définit uniquement en regard des chassidim. On l'appelle mitnagdim parce qu'ils s'opposent aux chassidim. Mais en réalité, ces lituaniens, c'est-à-dire le Gaon de Vilna et ses élèves, sont aussi donc le Gaon de Vilna et ses élèves. Le Gaon de Vilna et ses élèves sont aussi de très très grands kabbalistes. Et le conflit entre chassidim et mitnagdim est un conflit entre kabbalistes, entre l'interprétation précise du Zohar et de la Kabbale orianique, et de la légitimité, de la nécessité, on va dire, méta-historique, eschatologique, messianique, de diffuser ou pas la Kabbale, et sous quelle forme. Au point que le Gaon de Vilna, les seuls textes qui sont rédigés de sa main, c'est-à-dire qui sont composés, et pas seulement des notes éparses qui vont être publiées par ses élèves, les seuls textes propres du Gaon de Vilna, et c'est les premiers qui vont être imprimés, ce sont des commentaires du Zohar et du Sefer Yetzirah. D'accord. Et 3e école, qui se trouve en Eretz Israël, c'est l'école de Rabbi Shalom Sha'arabi, ou qu'on appelle le Rashash, qui va, c'est pas lui qui fonde cette yeshiva-là, mais ça va être le 2e Rosh Yeshiva, et c'est lui qui va donner son identité à la yeshiva de Beth El.
La yeshiva de Beth El, aujourd'hui, elle se trouve dans la vieille ville. Vous voyez sur cette, quand vous allez dans la vieille ville à Jérusalem, à un moment on passe par une grande esplanade où ils ont reconstruit la synagogue de la Chorva, et en face, il y a la yeshiva de Beth El. Alors aujourd'hui, c'est un peu du folklore là-bas parce que le cœur de la yeshiva, c'est-à-dire les rachés yeshivot, les élèves, etc., ont dû quitter la vieille ville en 48 et se sont installés plus du côté de Mea Shearim, du côté de Rehov Rashi. Mais c'est une école, c'est une école qui va approfondir, développer très profondément la lecture de la Kabbale lorianique et qui va s'imposer comme l'école kabbalistique par excellence. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les chassidim et les mitnagdim dont j'ai parlé sont en contact avec ces kabbalistes de Jérusalem, et ils sont en échange, et il y a une émulation intellectuelle réciproque, et il y a une émulation messianique réciproque aussi, au point que les élèves du Baal Shem Tov, d'une part, et les élèves de Gaon de Vilna, d'autre part, vont, en même temps, à quelques années d'écart, monter en Eretz Israël à la fin du XVIIIe siècle. Pour des raisons messianiques, c'est-à-dire il y a l'idée avec le chassidisme, pardon. Contrairement à ce que dit Scholem, le chassidisme n'est pas du tout une neutralisation du messianisme. Le chassidisme se veut l'avant-dernière étape avant le Messie. Donc si on est l'avant-dernière étape, c'est que la dernière étape est juste derrière. Donc les élèves du Baal Shem Tov, quand ils montent en Eretz Israël, c'est pour préparer la venue du Messie. Et de l'autre côté, le projet de Torah en général de Gaon de Vilna s'inscrit aussi là-dedans. Le Gaon de Vilna, sa doctrine, c'est de dire il faut arriver à formuler une expression totalisante de la Torah qui intègre tout, c'est-à-dire qui intègre aussi bien le commentaire biblique Pshat que la Kabbale, en passant par le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi et la Halacha et le Midrash et tout ça, et que tout doit trouver une expression organique où tout est dans tout, et pour pouvoir comprendre le Pshat, il faut comprendre le Sod. Tout ça dans l'idée d'arriver à un achèvement de la Torah, et pour accélérer la fin des temps. Et le Gaon de Vilna, à un moment, lui, veut monter en Eretz Israël, et quand ça échoue, il crée en Lituanie un Beth Midrash où on étudie en particulier le Talmud Yerushalmi et les lois qui sont liées à Eretz Israël pour des motifs de tikkun, c'est-à-dire voilà, c'est une partie qui est délaissée de la Torah, alors que finalement c'est essentiel aussi. Donc il faut étudier ça, d'une part en termes de tikkun de la Torah, pour arriver à l'achèvement de l'étude de la Torah, et d'autre part pour préparer très concrètement l'installation de ces élèves en Eretz Israël et la pratique des mitzvot en Eretz Israël. Donc, or, le Talmud Yerushalmi, à l'inverse du Talmud Bavli, traite des lois qui dépendent de la terre, toutes les lois agricoles en particulier. D'accord ? Donc il y a ce projet-là chez le Gaon de Vilna. Et toute cette histoire-là va continuer après, c'est-à-dire que ces élèves-là, du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, les kabbalistes de Bethel, un siècle après, ils sont bien installés à Jérusalem et à Tibériade et à Tzfat et à Yafo, etc. Et ce sont les cadres de la communauté juive avant le sionisme, ce qu'on appelle le vieux Yishuv. Et ce vieux Yishuv-là, donc on comprend qu'il est pas là par hasard, il est là parce qu'ils se sont investis d'une mission, et il est très actif aussi dans l'étude de la Kabbale. Alors ça se manifeste par exemple à Jérusalem, au tout début du XXe siècle, par la création de nouvelles yeshivot kabbalistiques. Parce que la yeshiva de Bethel est toujours un centre incontestable, mais il y a tellement de gens qui se livrent à l'étude de la Kabbale que finalement il y a des sous-écoles qui se créent, et qu'à côté de la yeshiva de Bethel, on va créer une yeshiva qui s'appelle Rehovot Hanahar.
Chovot Hanar, c'est le titre d'un des livres majeurs de Rabbi Shalom Sha'arabi dont on a parlé tout à l'heure, ce grand kabbaliste de Jérusalem du 18e. Et donc ça va être voilà une deuxième yeshiva kabbalistique de cette école-là, à Jérusalem même. Vous allez avoir aussi des Ashkénazes qui vont dire mais c'est pas normal que finalement il y a que les séfarades qui ont des yeshivot kabbalistiques à Jérusalem et au ciel on nous reproche de ne pas étudier la Kabbale de manière institutionnelle comme les séfarades, donc il y a la création d'une yeshiva qui s'appelle Sha'ar HaShamayim. Cette yeshiva-là, elle existe encore aujourd'hui. Et par ailleurs, quand vous allez avoir le début du sionisme, enfin les prodromes du sionisme, les milieux kabbalistiques vont être très actifs là-dedans aussi. C'est-à-dire le Rav Kook, qu'on connaît, cette grande figure qui va, on va dire, théoriser le sionisme religieux avant la création de l'État d'Israël, parce que le Rav Kook, il meurt avant 48, d'accord? Mais c'est lui qui va donner ce cadre théorique de dire que finalement, le fait qu'il y ait la création d'un État juif en Eretz Israël par des laïcs, voire des athées, c'est une forme de ruse divine pour arriver à réintégrer, y compris les juifs qui sont très loin, dans cette dynamique eschatologique. Ce Rav Kook, ces idées-là, il ne les sort pas de sa tête. Ce Rav Kook, il fait partie d'un cercle, quand il est, avant de venir en Eretz Israël, quand il est encore en Lituanie, il fait partie d'un groupe de kabbalistes majeurs, notamment Rabbi Shlomo Eliashov, qui est l'auteur d'un texte kabbalistique majeur qui s'appelle Leshem Shevo Ve'achlama, qui est donc un des grands kabbalistes de sa génération, qui va venir en Eretz Israël grâce au Rav Kook, et dont le petit-fils sera Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, qui est décédé il y a quelques années, qui était la grande autorité talmudique du judaïsme ashkénaze de Jérusalem, d'accord? Et ce Rav Eliashiv, parce que Eliashov est devenu Eliashiv, ce Rav Eliashiv, qui est mort plus que centenaire, quand il était gamin, il aidait son grand-père à écrire son livre parce que lui-même était devenu aveugle, d'accord? Donc il y a toute cette tradition-là qui vit jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez aussi un kabbaliste qui est moins connu qui s'appelle Rav Lintop, qui est un interlocuteur du Rav Kook, un interlocuteur donc ce Rav Eliashov, et qui lui est plus dans une tradition chassidique Chabad. Mais c'est aussi des débats kabbalistiques très profonds sur comment on doit l'enseigner, et tous ces gens-là donc jouent aussi un rôle dans la formation de l'élite rabbinique juste avant l'avènement du sionisme. Autre exemple encore, Rav Naftali Herz Halevi, c'est aussi un kabbaliste de cette tradition lituanienne entre guillemets, mais lui c'est un élève des élèves du Gaon de Vilna qui sont installés donc depuis un peu plus d'un siècle en Eretz Israël, et qui va être grand rabbin de Yafo. D'accord ? Donc c'est pas des gens qui sont en dehors de l'histoire, en dehors de la communauté, c'est des gens qui ont un pied dedans. Et aujourd'hui encore, vous avez des études kabbalistiques qui sont particulièrement actives en Eretz Israël. Et alors en France, ça nous paraît un peu loin parce que à chaque fois que Michael ou moi-même faisons des interventions, la remarque qui nous vient toujours, mais alors où est-ce qu'on peut étudier la Kabbale en France ? On ne trouve pas, il y a personne qui veut, il y a personne qui ose, machin, etc. C'est vrai que c'est un peu plus difficile en France, quoique à Paris on est quand même pas les plus à plaindre. Mais en Eretz Israël, c'est très développé. C'est très développé dans tous les milieux. Tout d'abord, si vous prenez dans les milieux Haredi, alors c'est vrai qu'on a cette image-là d'un milieu Haredi qui se résume au milieu yeshivique, qui serait foncièrement anti-kabbalistique. Alors c'est vrai que dans le milieu yeshivique strict, on n'en parle pas parce que, mais c'est relativement récent, finalement on a restreint le cursus yeshivique à l'étude du Talmud strictement dit, et encore à certains traités, et encore à certains chapitres de certains traités. Et au-delà de ça, on se dit, bon,
il y a pas tellement de légitimité à étudier autre chose. Mais en réalité, c'est l'effet d'une certaine massification et de scolarisation de l'enseignement que vous avez, contrairement au siècle précédent, des générations entières de gens qui vont à la yeshiva. Mais la yeshiva, c'est l'équivalent, on va dire, collège, lycée, licence, d'accord? Donc c'est normal que le cursus il soit restreint. Alors il y a toute une société qui s'est formée sur un modèle très scolaire comme ça. Mais c'est en train de bouger. C'est en train de bouger parce qu'on se rend compte, y compris dans ces milieux très yeshiviches, que chez les jeunes et chez les moins jeunes, aussi bien chez ceux qui sont en yeshiva que ceux qui sont au kollel, il y a un intérêt pour autre chose que 3-4 chapitres dans Baba Kama ou Baba Metzia, et que ce besoin d'étude du midrash, de ce qu'on appelle la hashkafa, c'est-à-dire la vision du monde, ou plus largement les grandes questions existentielles de qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que l'homme, et comment est-ce que tout ça interagit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous parle, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut parler à Dieu. Toutes ces questions-là, elles sont importantes et elles sont légitimes. Or, elles sont en premier lieu traitées dans la Kabbale. Donc, encore que dans les années 80-90, dans ces milieux-là, on voulait pas du tout en entendre parler, on s'est rendu compte que finalement les gens voulaient étudier ça, et qu'ils allaient étudier auprès de gens qui n'étaient pas forcément très recommandables. Donc depuis quelques années, ça a changé, et même si c'est pas une politique officielle dans ces milieux, en réalité, s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui sont attirés par ces sujets-là, on les oriente vers des yeshivot comme Sha'ar HaShamayim, où ils vont aller suivre des cours là-dessus, ou d'autres maîtres à Jérusalem, ou à Bnei Brak, ou à Tibériade, où ils vont pouvoir étudier de manière sérieuse ces choses-là. Donc ça, c'est, on va dire, dans le milieu yeshivique et le milieu chassidique. Alors, dans le milieu chassidique, c'est un peu différent, parce que le milieu chassidique, c'est très varié. Vous avez des chassidoutes comme Slonim, on va dire, ou Ger, qui sont très yeshivisés. Donc c'est à peu près les mêmes phénomènes. Vous avez des chassidoutes un peu différentes, on va dire peut-être Toldos Aaron. Par exemple, vous savez, le grand commentaire contemporain, la grande synthèse de commentaires contemporains sur le Zohar est due à un certain Rav Daniel Frisch, qui a écrit Matok Midvash. Ce Rav Daniel Frisch faisait partie de la communauté ultra orthodoxe de Toldos Aaron de Mea Shearim. Vous voyez, quand vous vous imaginez les plus orthodoxes de Mea Shearim, c'est Toldos Aaron. Rav Daniel Frisch, qui a fait le grand commentaire contemporain du Zohar, non seulement il faisait partie de cette communauté, mais il était, on va dire, Mashgiach Rouhani de cette communauté. C'est-à-dire, c'était un conseiller spirituel dans la chassidut de Toldos Aaron. Donc, même chez Toldos Aaron, la Kabbale, elle a sa place quelque part. Alors, encore plus chez Chabad, où là, il y a, c'est une yeshiva, c'est une chassidut très kabbalistique dans son contenu. Et chez Breslev, comme Breslev, c'est très décentralisé, il y a plein de choses qui se passent. Alors, il y a des choses très délirantes à la limite du sectaire chez Breslev. Il y a aussi, chez Breslev, des choses qui sont plus sérieuses, plus cadrées, plus intéressantes. Dans les milieux, on va dire, sionistes religieux, d'accord, Mizrahi, comme ça, qui passe Rouga, comme on dit en Israël, on étudie aussi beaucoup la Kabbale. Alors, ça va pas forcément être les mêmes textes. On va plus étudier le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. On va plus étudier les écrits du Rav Kook, qui sont très kabbalistiques. Mais finalement, on va aussi étudier ces textes-là. Même dans les milieux, on va dire, non religieux israéliens, vous avez aujourd'hui un regain de spiritualité très important dans ces milieux-là, où des gens qui vont pas se définir comme dati, mais qui pratiquent ce qu'ils pratiquent, mais qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à la Torah et qui s'intéressent à la Kabbalah. Alors, c'est un peu le même phénomène qu'à l'autre extrémité du spectre. Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait rien pour ces gens-là, à part des mouvements à la limite de la secte. Aujourd'hui, il y a des choses qui se sont mises en place. Il y a des cours de Kabbale qui se mettent en place pour ce public-là, et c'est des choses qui sont intéressantes.
Alors, Michael nous parlera, j'espère, parce qu'il est plus nuancé, pour le coup, l'étude du Zohar en tant que tel est un peu le parent pauvre de ces études kabbalistiques contemporaines, parce que c'est vrai qu'on va se focaliser justement sur des corpus qui sont plus récents, que ce soit dans des yeshivot, yeshivot très techniques, on va étudier le corpus du Harizal et les textes du Rashash, comme des yeshivot comme Ahavat Shalom par exemple, une grande yeshiva kabbalistique en Israël, à Jérusalem. Ça, c'est les yeshivot, on va dire, de l'orthodoxie kabbalistique telle qu'elle a été définie par Rabbi Chaim Vital et ses épigones depuis la fin du XVIe siècle, ou que ce soit, donc comme on l'a vu, d'autres corpus dérivés, que ce soit donc le Ramchal ou la Chassidut Chabad ou Rav Kook. Le Zohar proprement dit, c'est encore un petit peu le parent pauvre. Mais ça s'explique aussi parce que, en réalité, le Zohar étant un texte tellement fondateur et tellement source, qu'il y a deux manières de l'aborder. Soit on l'aborde de manière brute, c'est-à-dire on aborde tout de suite le texte, et on se laisse porter par le texte, mais en réalité, on risque de passer à côté de 90% de ce qui nous est dit, parce que les passages très techniques, on va pas les comprendre, parce qu'on n'a pas les outils, et les passages qui ont l'air moins techniques, en réalité, ils sont tout autant techniques, mais on passe à côté. Et donc, en général, on a tendance à dire qu'il faut d'abord étudier, par exemple, le corpus lourianique avant de passer au Zohar. Maintenant, le corpus lourianique, avec ses élaborations chez le Rashash, ou ou chez Chabad, ou chez le Gaon Levina, c'est tellement énorme qu'on passe sa vie à faire ça et qu'on a du mal à aller jusqu'au Zohar. C'est pour ça qu'il y a la doctrine du Gilgul, de la réincarnation, parce que comme ça on peut revenir, on peut faire un deuxième, troisième tour de manège. Non, je suis très sérieux. La doctrine du Gilgul, elle est justifiée par ça. La doctrine du Gilgul, telle qu'elle est définie dans les écrits du Harizal, elle est expliquée par ça. Parce que, finalement, l'étude de la Torah, il y a une correspondance entre tout. Il y a une correspondance entre le monde, entre la façon dont le divin se manifeste, entre la Torah et entre l'âme de chacun. D'accord ? Et donc, l'étude de la Torah, l'actualisation de la Torah, ça fait le tikkun du monde, mais ça fait aussi le tikkun de la neshama de chaque personne. Et donc, chaque personne, elle vient pour faire le tikkun de sa neshama. Et donc, pour faire le tikkun complet de sa neshama, il faut qu'elle étudie toute la Torah. Comme c'est extrêmement rare d'arriver à étudier toute la Torah en une seule vie, alors on est obligé de revenir. Pour faire... Ouais. Donc si vous voulez pas revenir 15 fois, il faut vous y mettre dès maintenant. D'accord ?